À la une de ce 13h, il sera question de partenariat entre le Mali et la Turquie. En marge de la 66e session de la Commission de la condition de la femme, la ministre en charge de la promotion de la femme et son homologue turc viennent de signer à New York un mémorandum visant à consolider les liens de coopération entre les deux structures. Nous parlerons également des 30 ans de carrière de Djeneba Seck. La célébration sera marquée par une tournée nationale et internationale du 6 mai au 31 décembre 2022. L'information a été donnée par l'artiste lors d'une conférence de presse. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par la flambée des prix du carburant. Une situation qui s'explique par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le monde en paye les frais. Le prix du supercarburant est passé de 663 à 762 francs CFA et celui du gasoil de 593 à 760 francs CFA. L'État est à pied d'œuvre pour atténuer les effets avec la contribution de tous les acteurs. Sur la question, Sira Batili a approché le ministre de l'Économie et des Finances, Alocénou Sanou, suivant leur entretien. Cette augmentation est due essentiellement au changement de prix intervenu sur le marché mondial. Tout le monde sait qu'avec la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, le prix des hydrocarbures a flambé sur le marché mondial. Et c'est cette situation qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'ajuster un peu les prix à la pompe. Je rappelle qu'au mois de février, le prix du super rendu Dakar était de 409 et aujourd'hui, il est passé à 585,96 et le prix du gasoil rendu Dakar était à 400,76 et il est passé aujourd'hui à 637,20, soit une augmentation respective de 43% pour le super et 59% pour le gasoil. Donc nous avons voulu essayer d'amortir ça. C'est pourquoi on a des augmentations sur le prix à la pompe de 14 et de 28. Nous avons demandé à tous les intervenants de la chaîne de pouvoir faire des efforts afin qu'on puisse amortir ce choc pour le consommateur. Il est évident que toute augmentation est perçue comme une difficulté parce qu'il va entamer le pouvoir d'achat, mais la réalité est telle que nous sommes obligés de nous ajuster. Et pour ce faire, les droits de douane ont été largement majorés de 27%. Les frais d'approche qui couvrent les frais des opérateurs réduits de 25%. Les redevances autoroutières ont été réduites de 60 à 75%. Et les opérateurs qu'il faut saluer ici ont accepté que leur marge soit réduite de 33% sur le super et de 50% sur le gasoil. Monsieur le ministre, le citoyen est inquiet quand même par rapport à tout cela, par ces temps qui courent, le mois de Ramadan qui tape déjà à nos portes. Est-ce que vous avez un message pour les rassurer? C'est une situation qui va durer ou bien c'est temporaire? Merci de cette question. Je pense que c'est une situation qui est temporaire, mais personne ne peut dire exactement jusqu'où ça va prendre fin. Mais je sais que c'est une situation temporaire du fait que c'est une crise qui a démarré depuis une vingtaine de jours au moins. Et les pays comme les États-Unis ou d'autres pays sont en train de rencontrer tous les pays qui sont producteurs de pétrole pour voir dans quelle mesure ils peuvent augmenter les quotas afin de permettre de ramener très rapidement les prix sur le marché mondial à la baisse. Nous sommes en train de prendre beaucoup de dispositions pour un approvisionnement correct du pays concernant tous les denrées de première nécessité, notamment le riz sur lequel nous sommes en train de donner des facilités aux importateurs pour que le riz puisse être là à des prix assez intéressants. Dans le même temps, nous sommes en train de voir avec les opérateurs de gaz, on a fait une réunion même aujourd'hui pour que pendant les 2 mois jusqu'au mois de mai, en tout cas, on puisse avoir un approvisionnement correct.
Direction New York, je le disais tantôt, en marge de la 66e session de la Commission de la condition de la femme, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a procédé à la signature d'un mémorandum relatif à la coopération entre son département et le ministère de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie. Suivons la cérémonie de signature avec nos envoyés spéciaux Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. À New York, le Mali renforce ses liens d'amitié avec ses partenaires, surtout pour l'épanouissement des femmes. Parmi les partenaires privilégiés, la République de Turquie. Elle apporte son soutien à travers son ministère de la Famille et des Services sociaux. La ministre Wadidje Fune Koulibaly et son homologue turc ont signé un mémorandum visant à renforcer le rôle des femmes et l'efficacité des services sociaux en faveur des familles et des enfants. Cet accord, nous aurons la chance de collaborer entre les deux ministères, mais entre deux pays aussi. Et donc, c'était vraiment un immense plaisir de vous accueillir ici, dans notre maison turque. J'espère, après tous ces efforts, nous aurons la chance de collaborer encore plus. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'on va se voir. J'espère que cet accord nous donnera une bonne chance de collaboration pour l'avenir. Merci beaucoup. Premier rendez-vous, premier partenariat décroché pour la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle s'est dit honorée par la signature d'un tel document, surtout au moment où le Mali vit l'une des plus grandes crises de son histoire. Cette signature représente beaucoup pour nous aujourd'hui. Nous allons évoluer ensemble sur beaucoup de choses. Je tenais à souligner aujourd'hui qu'au moment où beaucoup de pays nous ferment leurs portes, d'autres nous font confiance et signent des accords avec nous. Ça veut dire que le Mali verra des jours meilleurs, Inch'Allah. La 66e commission de la condition de la femme reste une occasion pour la ministre en charge de la promotion de la femme de faire des rencontres et d'échanger avec les amis du Mali afin de nouer des partenariats fructueux pour le rayonnement de la femme malienne. Et de New York, nous allons dans la capitale de l'Arachide. Les forces vives de la région de Kita ont fait part de leurs attentes et préoccupations lors d'une rencontre d'échange avec la délégation du Conseil économique, social et culturel. C'était hier au gouvernorat de la région. Mamadi Alioubari et Nouhoum Kamara. Deux temps forts ont marqué la rencontre entre la délégation du Conseil économique, social et culturel et les responsables administratifs, politiques et socio-professionnels de Kita. Ils ont évalué la mise en œuvre du recueil annuel 2021 et discuté sur le recueil de 2022. Pour le second, il s'agissait de recueillir les attentes, les besoins de la société civile ainsi que des orientations et des propositions concrètes. Je vous rassure que tout ce qui avait été recensé l'année dernière a été revu et l'évaluation en a été faite. C'est l'objet de la mission. Les nouvelles propositions ont été consignées et seront retenues dans le document final. Quittant la nouvelle région en chantier, les acteurs se sont apaisantis sur le renforcement des capacités et des structures techniques de l'État, les secteurs socio-économiques, l'agriculture, la santé, l'éducation, entre autres. Les responsables des services qui ont parlé de tous les besoins qu'ils ont à leur niveau, parce que c'est des services nouveaux qu'ils ont au niveau de la région aujourd'hui. Donc, il leur manque beaucoup de choses et le tout a été souligné. Je suis sûr et certain qu'il y a eu déjà certaines réalisations. Par exemple, l'ambulance, par exemple, la deuxième usine de garage de Kokofata et bien d'autres. Je ne connais pas toutes, mais je sais qu'il y a eu quand même des améliorations qui avaient été programmées l'année dernière. Donc cette année également, on va essayer de faire avec eux. Il y a des projets qui peuvent être aussi pris en compte, on les prend en compte. Les forces vives de la région de Kita fondent de l'espoir sur la prise en compte des attentes et préoccupations formulées au cours de cette rencontre d'échange avec la délégation du Conseil économique, social et culturel. La culture de la paix à travers les manuscrits anciens, c'est l'objectif d'une conférence-débat initiée à Ségou par l'ONG Savama DCI. La conférence s'inspire de l'exemple d'El Hadj Oumar Tall qui a regroupé les autorités religieuses et coutumières. Elle vise à privilégier des solutions endogènes ancestrales. Reportage Kandesila. La vilainie du conflit entre les croyants, les érudits africains et les préoccupations des populations africaines
Cas d'El Hadj Omar Tall, c'est la thématique centrale de cette conférence débat. Une conférence initiée par l'ONG Sawama DCI en partenariat avec le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, avec l'appui financier des ambassades du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord au Mali. L'idée est née à travers un projet. Ce projet s'appelle Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix. Nous avons eu à vivre ce genre de situation et que nos ancêtres ont eu à apporter des solutions. Alors notre objectif, c'est d'aller à travers nos sources écrites, puiser dans ces solutions-là et les mettre à la portée de la population malienne. Pour le conférencier, la vie d'El Hadj Omar Tall constitue une source d'inspiration certaine pour la paix et la cohésion sociale au Mali. El Hadj Omar a fait des pas, il a fait des actes, il a fait des propos pour la paix. En commençant par la lettre qu'il a écrite étant à Sokoto pour réconcilier entre le roi de Sokoto et le roi de Borno, un conflit qui avait duré plus de 40 ans, jusqu'à arriver à un niveau, les gens croyaient même que c'était un conflit qui ne finira jamais. On note que le projet des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix s'inspire d'un certain nombre d'ouvrages manuscrits avec des thématiques cibles pouvant contribuer au retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Il couvre les localités de Bamako, Kay, Ségou et Tombouctou. À Tombouctou, le plan opérationnel du PRODES 4 était au cœur de 2 jours de concertation entre les acteurs de la santé. La présentation du bilan 2021 et l'adoption du plan opérationnel 2023 de la région étaient au menu de la rencontre. Yéa Tandina et Ahmed Maouloud Tandina. C'est dans un contexte marqué par la réforme sanitaire que se tient à Tombouctou les assises du CROCEP, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES 4. Il s'agissait pour les équipes de niveau opérationnel, au cours de cette rencontre de 2 jours, de vérifier l'état de mise en œuvre des recommandations de 2021, d'examiner les rapports d'activité et de valider le plan opérationnel de 2023 de la région. Ce cadre doit également permettre aux acteurs de la santé d'élaborer un plan opérationnel pour la période 2023. La tenue de cette importante rencontre dans un tel contexte nous impose de penser en toute synergie et de façon objective aux différentes stratégies et actions à développer pour l'atteinte de notre idéal commun, qui est le bien-être de nos populations. Cette rencontre préparatoire du CROCEP témoigne du leadership des autorités sanitaires à œuvrer pour l'atteinte des objectifs stratégiques du programme de développement sanitaire PRODES 4. L'implication des partenaires techniques et financiers se justifie par leur engagement manifesté lors des concertations précédentes. J'ai saisi cette occasion pour réitérer l'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour accompagner les autorités ainsi que les départements en charge du PRODES dans le dispositif de coordination, mais également dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre du PRODES au niveau de la région de Tombouctou. C'est également le lieu pour moi de saluer les progrès enregistrés dans le domaine socio-sanitaire et familial, malgré les difficultés et les multiples contraintes sécuritaires et sanitaires dans la région. Au cours des échanges, les participants ont adopté à l'unanimité le plan opérationnel 2023 de la région de Tombouctou, tout en formulant des recommandations pour relever les défis dans le secteur de la santé au niveau régional. La radio Djamana de Mopti, fidèle à sa tradition, récompense des hommes et des femmes qui se sont distingués au cours de l'année 2020 par leurs actions en faveur du développement de la région. Ils sont 3 personnalités à être choisies par ordre de mérite par les auditeurs de la radio Djamana. Découvrons leurs noms dans ce reportage de Boubacar Sangaré et de Djakalia Traoré. C'est Mohamed Sanoussi Niantao qui a été consacré l'homme de l'année 2020 dans la région de Mopti. Homme politique et opérateur économique, le président du mouvement Solidarité Nouvelle MSN remporte ce titre en raison de ses nombreuses actions en faveur du développement de la région de Mopti, au nombre desquelles la construction en cours du pont de Djenekadara. Cette désignation, au-delà de l'honneur bien sûr, c'est une lourde responsabilité. Nous avons commencé nos actions dans le cadre du développement. Et au fur et à mesure, on s'est glissé aujourd'hui dans le soutien des personnes en difficulté.
Mohamed Sanoussi Niantao est suivi de l'humanitaire Ghislaine Gato, chef de bureau OCHA de Mopti, pour son appui au milieu de déplacés installés dans la région, et de Nouhoum Bokoum, président de la Ligue régionale de football, en raison de son engagement pour le développement du sport roi. Et tous ces lauréats ont été désignés par la radio Djamana de Mopti à travers ses auditeurs. L'homme de l'année est une activité annuelle de la radio Djamana de Mopti, instituée depuis sa création en 1997 pour récompenser les hommes et femmes qui se sont distingués par leurs actions en faveur du développement de la région. Pour moi, c'est un encouragement à l'endroit de l'ensemble des filles et des fils du Mali à emboîter les pas de ceux qui viennent d'être nominés pour être désignés l'homme ou la femme de l'année dans la région de Mopti. Cette 24e édition de l'homme de l'année a été aussi marquée par un match de football qui a opposé les acteurs humanitaires aux hommes de médias et la lecture du Coran. Les organisateurs de la grande foire du Ramadan ont tenu hier une conférence de presse. C'était pour expliquer les objectifs de la foire qui aura lieu au CICB du 29 mars au 10 avril prochain. Les précisions avec Aliou Idrissa Meiga. Le mois du Ramadan est une période de préparation et d'achat pour la rupture. Pour permettre à la population d'avoir les produits et services utilisés pendant le Ramadan en un seul lieu, l'agence Influence et ses partenaires ont décidé d'organiser pour la première fois une foire dénommée Halal. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Comme l'a dit le bon Dieu, c'est un mois de solidarité. Nous, en tant que jeunes, on a initié un marché qui regroupe l'ensemble des produits et services utilisés pendant le mois de Ramadan pour pouvoir faciliter l'achat des préparatifs du mois de Ramadan. Selon les organisateurs, en plus des stands de vente des produits de première nécessité, il y aura au cours de la foire Halal des conférences débats, des séances de prêche et d'enseignement du Coran, des ruptures et souhours collectifs et des séances de prière. On lance l'appel à tous les commerçants d'aller assister à cette foire. C'est une première. Le gouvernement a fait la suspension sur les marchandises, surtout les produits de première nécessité. Ce sera une occasion pour la population d'aller trouver les marchandises très moins chères là-bas. Ça va aussi encore satisfaire tous les Maliens. La grande foire du Ramadan aura lieu au CICB du 29 mars au 10 avril prochain. Comme annoncé au tout début de cette édition, l'artiste chanteuse Djeneba Seck a 30 ans de carrière. La célébration sera marquée par une tournée nationale et internationale du 6 mai au 31 décembre 2022. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par l'artiste et son staff. Les détails avec Ibrahim Kaoukounati. Cette conférence de presse est le lancement officiel des festivités marquant les 30 ans de carrière musicale de l'artiste Djeneba Seck. Plus de 3 décennies de riche carrière musicale, l'artiste décide de célébrer l'événement avec ses amis, fans et collaborateurs par une série de concerts à Bamako, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Merci beaucoup tout le monde, merci tous les médias qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Je n'ai pas de mots à dire, tellement, vraiment, je ne sais quoi à dire maintenant. Vraiment, merci pour toujours. L'objectif de cette tournée est de mobiliser les populations des différentes régions derrière notre vaillante armée et nos autorités autour de la paix et de la cohésion sociale. 30 ans après la sortie en 92 de son premier album, 2012, 2002, 2022, il était important pour nous de fêter Djeneba Seck, qui est une icône de la musique, et surtout un appui à l'armée. Djeneba a tenu ceux qui sont sur le front de bataille, ceux qui se battent chaque jour pour notre sécurité, de rassembler toutes les populations pour leur dire merci. Et particulièrement, elle a décidé, vu la situation difficile que vivent certains artistes, vu la situation difficile des familles de certains artistes décédés, de pouvoir essayer de faire ce qu'elle peut. Aujourd'hui, 30 ans après, dire merci à tout le monde et venir en aide à tous ces artistes, à leurs familles qui sont dans le besoin. Après les compétitions communales et une brillante participation à la Biennale artistique et culturelle de 1986, Djeneba Seck a été révélée au grand public grâce à son tube Kangilen Tikia, sorti en 1992.
Elle compte aujourd'hui 7 albums à son actif, plusieurs distinctions, chevalier et officier de l'ordre national du Mali. Nous souhaitons beaucoup d'autres belles années à Djeneba Seck. C'est ce qui met fin à ce trésor. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Excellent après-midi.